Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue au Collège des Bernardins. Bienvenue dans ce lieu de formation, de recherche, de création et de débat, de rencontre où chacun peut exprimer ses convictions. La rencontre, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir autour de la 7e édition de Questions DTI au Collège des Bernardins. Avant de passer la parole à Hubert Duménil, directeur du collège, je voudrais remercier les parrains que nous aurons l'occasion d'entendre tout à l'heure, à savoir Elisabeth Ducotet, qui doit encore être en Allemagne, mais qui va arriver, Philippe de Porzampar, qui est ici, et Dominique Nouvelet, qui nous font un peu une synthèse des différents échanges que nous aurons pendant la soirée. Remercier également Arnaud Le Gall de sa fidélité, et c'est lui qui va faire passer la parole ce soir, et vous remercier de votre présence. Je vous souhaite une très belle soirée. Hubert. Bonsoir à tous. Je joins mes remerciements à ceux d'Hervé. Je ne les recite pas les uns et les autres, mais je les regroupe tous pour vous dire en deux mots d'introduction combien nous sommes heureux d'accueillir à nouveau ce soir ceux que nous appelons les ETI. Alors, c'est vrai qu'en nombre de personnes, c'est peu de choses présentes dans la salle. En nombre de personnes engagées dans la vie économique et sociale du pays, c'est bien autre chose. Et donc, l'enjeu que représente pour notre pays et pour son évolution, les personnes engagées dans les ETI, les dirigeants des ETI, cet enjeu est une sorte d'évidence, encore est-il bon de le rappeler. Et donc, tout de suite, en deuxième élément de réflexion, vous dire pourquoi nous pensons que ce rendez-vous que nous avons, avec quelques-uns d'entre vous, mais à travers vous, avec le monde des ETI, pourquoi nous accordons de la valeur à ce rendez-vous. Comme Hervé l'a rappelé en 3 mots, cette maison est un lieu qui cherche à observer ce qui se passe dans notre société, dans notre monde, et plus particulièrement les mécanismes de transformation de ce monde, et encore plus particulièrement les transformations douloureuses, les ruptures, les éléments de crise, ou en tout cas de difficultés ou de mal-être que nous pouvons ressentir dans notre société. Et donc, ce lieu cherche à accueillir tous les acteurs de la société qui, à un titre ou à un autre, ont quelque chose à voir avec ces transformations du monde. D'abord, ne l'oublions pas, parce qu'ils les subissent. Et nous avons aussi apporté notre regard sur les victimes de ces transformations. Voilà, ce qu'on appelle les fragiles ou les délaissés. Mais nous avons aussi, et tout autant et au moins autant, apporté notre regard et notre attention pour ceux qui peuvent quelque chose à ces transformations du monde, parce qu'ils sont des acteurs de la société, ou qu'ils sont des acteurs de l'économie, ou qu'ils ont des responsabilités économiques, patronales, politiques, parlementaires, syndicales. Et à tous ceux qui ont, à un titre ou à un autre, quelque chose à voir avec ces transformations du monde, nous leur proposons de venir chercher ici un espace de liberté, un espace d'écoute mutuelle, un espace de dialogue, mais aussi un espace de travail et de proposition. Notre mission n'est pas simplement de regarder avec intelligence ce qui se passe dans le monde pour l'observer. Notre mission est aussi de chercher des raisons d'espérer avec ceux qui ont la volonté de chercher et de trouver des raisons d'espérer, c'est-à-dire d'agir dans le cadre de leurs responsabilités pour que ce monde évolue dans un sens plus humain et plus respectueux de la dignité de l'homme. Voilà donc notre mission ici au Collège et la raison pour laquelle les dirigeants de TI, en tant qu'acteurs essentiels de la vie sociale et de la vie politique et la vie économique, ont quelque chose à voir avec notre projet et que donc nous avons de l'intérêt à les rencontrer et à travailler avec eux. Le deuxième élément que je voudrais dire simplement en introduction, c'est l'intérêt que nous avons pour le thème qui a été choisi, intérêt général, utilité sociale, quel engagement pour le dirigeant de l'ETI. Je voudrais d'abord vous dire que le Collège des Bernardins fête cette année sa 10e année de renaissance, puisque nous avons retrouvé une nouvelle existence il y a 10 ans, lorsque le diocèse, le cardinal Lustiger, Bertrand de Fédot, ont entrepris cette œuvre extraordinairement audacieuse de rénover ce bâtiment, de le restaurer pour lui redonner vie. Il se trouve que le premier sujet qui a été pris en compte dans le collège, c'est l'entreprise, puisque avant même que la porte s'ouvre ici, il y a exactement 10 ans, en été 2008, avant même que le pape Benoît XVI ne vienne ouvrir ce collège, le sujet de l'entreprise avait déjà été identifié comme étant un thème de travail.
j'aime beaucoup rappeler, je n'y suis strictement pour rien, donc j'aime beaucoup rappeler ce fait, comme si au fond une sorte de prémonition avait fait qu'au moment même où cette maison démarrait, tout de suite, le sujet de l'entreprise y avait trouvé sa première place. À partir de ce point de départ, de cet acte de naissance, le collège a entrepris de manière durable un travail en profondeur sur la notion d'entreprise, et je salue volontiers Baudouin Roger, qui en a été l'un des principaux acteurs. Un travail en profondeur, c'est-à-dire un séminaire de recherche dans notre méthode Bernardin, c'est-à-dire qu'on réunit des universitaires, des chercheurs, mais aussi des praticiens, des hommes d'entreprise, des hommes et des femmes d'entreprise, pour les rassembler dans un même groupe et dans un même lieu où, ensemble, ils travaillent, ils se confrontent, ils discutent, ils cherchent à la fois à comprendre ce qui se passe, mais aussi à déterminer ou à chercher ou à trouver des raisons d'espérer et de transformer le monde. Et donc, dans ce cheminement que nous avons fait depuis 10 ans sur le thème de l'entreprise, il y a eu quelque chose d'assez formidable qui s'est passé ici, puisque de manière assez exceptionnelle, ce travail durable, fait dans ces conditions pluridisciplinaires, a conduit à ce que nous nous posions et nous mettions sur la table des éléments de proposition tout à fait essentiels sur la notion même d'entreprise. Comme si, au fond, la transformation du monde, la mondialisation, la financiarisation, chose que vous connaissez mieux que tous, ne pouvait pas être vécue, subie dans le quotidien sans que jamais on se pose la question, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? C'est quoi l'entreprise ? Est-ce qu'on sait la définir ? Est-ce qu'elle sait avoir une définition juridique ? Est-ce que sur le plan politique, on sait en parler ? C'est quoi l'entreprise d'aujourd'hui ? Et cette réflexion a permis de proposer, de refonder le socle philosophique, juridique et donc politique de ce qu'est l'entreprise dans la société. Et à partir de cette question fondamentale de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'elle n'est pas, la question qui a été enchaînée, si je puis dire, par ce séminaire qui travaille depuis 10 ans, c'est une fois qu'on a repensé ou redéfini ce qu'est l'entreprise, évidemment se pose la question de la manière dont elle est dirigée, et donc de sa gouvernance, et donc de la place des parties prenantes, et donc de la définition de sa mission juridique, et donc de la responsabilité de ses dirigeants, et donc des rôles des administrateurs, etc. Toutes ces réflexions qui ont été conduites pendant ces 10 années sur l'entreprise, ce qu'elle est, sa raison d'être et sa gouvernance, ont débouché sur un certain nombre de propositions, d'idées qui ont été reprises et qui font en ce moment même l'objet de travaux gouvernementaux et bientôt parlementaires, dès lors qu'une nouvelle étape de transformation politique de l'entreprise est envisagée par le gouvernement, comme vous le savez, dans le cadre de la préparation de la loi Pacte, et je préfère tout de suite le dire, mais je pense que vous le savez tous, à laquelle est associé M. Guérini. À l'occasion du colloque qui a marqué il y a quelques semaines l'étape, on va dire, finale de notre travail, car notre travail n'est pas d'élaborer des lois, notre travail est de réfléchir et de poser sur la table des éléments de proposition, puis après on se retire. Après, ce sont les responsables politiques qui prennent la main et qui, en tant que responsables politiques, proposent des actes politiques qui font l'accompagnement de la transformation de notre société. Donc nous avions à nous arrêter sur ce sujet et ne pas aller au-delà de ce qui est notre limite de lieu, de pensée, de réflexion et de dialogue. Eh bien, à l'occasion du dialogue, on a présenté ces travaux, et vous d'ailleurs, M. Guérini était présent pour, je dirais, d'une certaine manière, exprimer comment le relais était pris et comment le gouvernement et les parlementaires envisageaient de reprendre à leur compte un certain nombre d'idées ou de propositions. Je rappelle que c'est à ce moment-là qu'étaient déposées les recommandations du tandem Sénat-Nota, que le gouvernement avait chargé de préparer les évolutions possibles de la notion même d'entreprise et avec lesquelles nous avions eu l'occasion de collaborer. Eh bien, à l'occasion de ce colloque, on a présenté à la fois nos travaux, puis les conclusions de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat, puis les prémices du travail que le gouvernement avait déjà initié. Dans le débat que nous avons eu avec la salle, il y a eu à un moment donné cette question que j'ai entendue, que je reformule devant vous aujourd'hui. Est-ce que tout ça concerne aussi les dirigeants des PME et des ETI? Est-ce qu'au fond, ce que vous êtes en train d'élucubrer, passez-moi l'expression, sur ces questions-là, ne concerne pas le monde des grandes entreprises, la financiarisation, le rôle des fonds d'investissement, les responsabilités sociales et environnementales à l'échelle mondiale, tout ça? Est-ce que c'est aussi des questions pour les entreprises intermédiaires et les PME? Est-ce que c'est formulé d'une manière qu'elles peuvent entendre pour y trouver leur place dans ce questionnement, mais aussi dans leur contribution à l'œuvre d'intérêt général, qui n'est pas réservée à ceux qui ont les moyens de financer des bonnes œuvres dans le cadre de leur fondation, mais qui peut être aussi, dans le quotidien d'une entreprise et de son dirigeant ETI, un élément constitutif de sa responsabilité. C'est justement le thème d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Hubert Duménil, bonsoir à toutes et tous. Merci par avance de votre attention. Je suis ravi et honoré de retrouver cette année encore l'équipe des Bernardins et son public pour un de ces moments rares où en fin de compte on s'ancre dans la réalité de l'entreprise grâce aux témoins qui acceptent de venir nous faire partager leur expérience, tout en prenant un peu de hauteur sur l'action économique, et je pense que c'est toujours extrêmement salutaire. En plus, on est réunis ce soir sous ce que je trouve un merveilleux mot, celui d'engagement. C'est très bien, les gens qui s'engagent. Alors ça semble presque pléonastique, à propos d'un chef d'entreprise, de parler de quelqu'un d'engagé, de dirigeant d'entreprise. Alors c'est vrai qu'ils sont quasiment toutes et tous engagés en ce qui concerne l'entreprise, au sein de leur entreprise. C'est déjà un peu plus singulier, d'autant plus riche, d'autant plus fort lorsque cet engagement va au-delà de l'entreprise, au-delà même des simples questions économiques. Et on va pouvoir voir comment cela devient possible, notamment grâce aux témoignages des entrepreneurs ou des professionnels de l'accompagnement des entreprises que nous accueillerons un petit peu plus tard au cours des 2 tables rondes qui constituent le cœur du réacteur qu'est cette soirée. Celle-ci sera complétée après les tables rondes par le propos de Jacques Lecomte, qui nous apportera son regard d'enseignant-chercheur, de psychologue justement, sur des dimensions qui vont au-delà, pour le coup, de la simple économie. Mais comme le rappelait monsieur Duménil, cette soirée intervient dans une France, dans un contexte où le politique et le monde des entreprises ont décidé d'ouvrir, en fin de compte, ce dossier, ce vaste dossier, en fin de compte, de la responsabilité de l'entreprise, au-delà de son simple intérêt économique. Et donc, je suis ravi de céder tout de suite la parole à Stanislas Guerini, député La République En Marche, mais très, très centré sur ces questions économiques et sur, justement, ce vaste débat, pour qu'il nous mette tout cela dans une perspective politique et pas uniquement, vous allez le voir. Stanislas Guerini, si vous voulez nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, cher Hubert Duménil. Merci pour cette invitation. Moi, je suis très heureux, très honoré, évidemment, de retrouver cet espace de travail, de dialogue, de réflexion, d'échange que vous avez mentionné, évidemment, ici au Bernardin. Je ne fais qu'introduire cette soirée, parce qu'après, il y aura effectivement plus de débats. Malheureusement, je devrais vous quitter un petit peu tôt ce soir, donc je ne fais qu'introduire et je m'éclipse par la suite. Je voulais dire à quel point j'étais heureux de parler devant un public composé de chefs d'entreprise, d'ETI, parce que le sujet de l'intérêt général, de l'utilité sociale et de l'engagement des dirigeants d'entreprises d'ETI me semble particulièrement adapté pour les ETI. Nous avons un moment important pour les entreprises de taille intermédiaire qui arrivent, qui est un moment autour de la loi Pacte, avec 2 enjeux très forts et qui correspondent très bien à ce que sont les enjeux des ETI. Un enjeu qui est un enjeu de croissance, c'est répété à satiété. Nous avons 3 fois moins d'ETI que nos voisins allemands, et donc un des objectifs de cette loi Pacte, c'est-à-dire ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, c'est d'aider à grandir nos entreprises. Et puis un enjeu de transformation, un enjeu pour les entreprises de notre pays à trouver leur place, ou en tout cas à en faire la démonstration que les entreprises de notre pays ont toute leur place dans la vie de la cité par leur engagement. Et c'est plutôt de cet enjeu-là que nous allons parler ce soir. Mais ce que je voulais faire valoir, c'est que ces 2 enjeux de croissance, d'attractivité économique, de compétitivité et de responsabilité sociale, de trouver sa place dans le cœur de la cité, sont en réalité 2 enjeux qui sont formidablement liés. Et je crois que l'occasion qui nous est donnée avec la loi Pacte, c'est d'en faire la démonstration. D'abord pour les politiques, le gouvernement, les parlementaires que nous sommes, de montrer que les hommes et les femmes politiques ont compris qu'il faut un petit peu casser les barrières qui peuvent exister entre les enjeux de responsabilité sociale et ceux de compétitivité. Je crois que c'est l'occasion d'affirmer que la responsabilité sociale, l'engagement des entreprises françaises, c'est un atout et un atout à l'international. Les entreprises ont parfaitement compris aujourd'hui que pour fidéliser leurs salariés, je pense notamment aux jeunes générations de salariés, les générations
Y, les générations Z. Il faut absolument donner du sens. Et cet enjeu de responsabilité sociale permet de donner du sens pour l'attractivité RH de nos entreprises, pour parler à des clients qui deviennent de plus en plus consommateurs, comme on dit. Je pense que cet enjeu-là est extrêmement important. Mais c'est aussi un enjeu pour attirer des capitaux, pour lever des fonds, quand il y a des mutations tellement importantes dans la finance mondiale, avec des investissements socialement responsables, en rappelant que la France, en matière d'émissions d'obligations vertes, de green bonds par exemple, se situe au 2e rang mondial. Ce sont évidemment des faits qui doivent nous faire réfléchir et montrent qu'il y a une opportunité historique d'alignement des intérêts et donc de dire que l'enjeu de responsabilité sociale, c'est cet enjeu d'attractivité. Et puis au-delà de ça, il y a évidemment l'objectif, le défi qu'on doit relever ensemble de réconcilier les Français avec l'entreprise. Et ça, je crois qu'on a tous, dirigeants politiques, entrepreneurs, chefs d'entreprise, cette responsabilité qui est une responsabilité, à mon sens, centrale. Si on veut relever notre pays, il faut absolument que nous parvenions à réconcilier les Français avec l'entreprise. Et donc, Pacte, cette loi, c'est une occasion qui est donnée aux entreprises françaises de faire la démonstration, au fond, qu'elles ont beaucoup plus changé que ce que, y compris les dirigeants politiques, ont bien voulu le penser pendant très longtemps. Alors, comment on propose de le faire? Et je vais donner les quelques pistes qui seront certainement reprises dans le projet de loi Pacte. Ça lancera peut-être le débat. D'abord, en envoyant un signal politique très fort, en modifiant, c'est le débat que vous avez mentionné, ce qu'est la définition de l'entreprise. Le président de la République, lors de ses vœux, avait lancé le débat d'une certaine façon en disant l'entreprise, ce n'est pas uniquement l'intérêt des associés, la réunion d'actionnaires. C'est un projet collectif, mais je le dis devant un parterre qui, j'en suis certain, est absolument convaincu que l'entreprise, c'est la réunion, c'est un projet collectif d'innovation collective qui réunit des parties prenantes, des parties constituantes, dont évidemment les salariés au premier rang d'entre eux. Il avait lancé ce débat et donc nous allons proposer de modifier la définition de l'entreprise qui est aujourd'hui dans notre code civil, vous le savez, très restrictive, qui cantonne la société à l'intérêt des associés en modifiant l'article 1833 du code civil en disant que l'entreprise doit respecter l'intérêt, la société doit respecter l'intérêt social de l'entreprise et doit considérer les enjeux sociaux et environnementaux. Alors on nous dit souvent, cette modification, à quoi elle sert? Bien, je crois d'abord qu'elle sert à envoyer un message politique, à dire, notamment dans le monde, que la France veut en pointe sur ces sujets-là et en faire un outil d'attractivité aussi, je le disais, pour attirer des investisseurs, pour dire que nos entreprises prennent en compte cette dimension d'intérêt social, environnemental et donc ont la capacité à penser le temps long, à faire de l'innovation. Et il y a un deuxième intérêt qui est de protéger, et je suis très attaché, au fond, la pluralité des intentions entrepreneuriales. Je pense qu'il y a beaucoup de modèles d'entreprise qui se développent aujourd'hui. Certaines entreprises veulent faire différemment, veulent donner davantage de sens. Et je pense qu'il est important de pouvoir, y compris, protéger nos entreprises dans un contexte où on peut aujourd'hui attaquer une entreprise parce qu'elle plante des arbres pour compenser ses émissions de CO2. Parce qu'elle n'est pas dans l'objet social tel qu'il est défini strictement dans le Code civil aujourd'hui. Et donc, je crois que cette modification n'est pas l'idée d'introduire les parties prenantes dans le Code civil. On a souvent agité cette crainte-là en disant « mais si vous faites ça, vous introduisez les parties prenantes dans le Code civil, on va créer beaucoup de contentieux ». Je partage cette idée-là. C'est un exercice qui est très périlleux de définir de façon exhaustive quelles sont les parties prenantes dans le Code civil. En revanche, là, on ouvre les choses en disant qu'il faut considérer ces enjeux socio-environnementaux. Au-delà de ça, on ouvre, et c'était la proposition, et je pense la grande innovation qui a été apportée dans le rapport Notat-Sénart, on donne la possibilité optionnelle aux entreprises, c'est l'article 1835, de définir une raison d'être. Je pense que c'est intéressant pour les entreprises de pouvoir cristalliser dans leur statut ce qu'elles ont, et j'en suis certain, travaillé avec de longue date les parties prenantes de l'entreprise, définir ce que Jean-Dominique Sénard appelle l'étoile polaire, au fond,
cette raison d'être de l'entreprise, qui permet d'élargir son objet social, avec un intérêt. Définir sa raison d'être, c'est immédiatement intéressant pour les grandes entreprises. Ça permet d'aligner les intérêts. Mais je pense que cette idée-là permettra aussi, pour des entreprises de taille intermédiaire, de pérenniser son modèle en le faisant, en définissant sa raison d'être et en devenant ce qu'on appelle les entreprises à mission, en devenant entreprise à mission. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitaient, parce qu'ils faisaient déjà différemment, parce qu'elles avaient déjà le sentiment d'avoir un objet social élargi, pouvoir cristalliser ça et protéger leur modèle. Bien, nous allons ouvrir cette possibilité en disant que cette définition de la raison d'être, elle pourrait être inscrite dans les statuts. Et pour les entreprises qui souhaitent devenir des entreprises à mission, elles pourront, avec un certain nombre de conditions supplémentaires, avoir un comité de l'objet social élargi, faire un reporting extra-financier, être audité sur la bonne tenue de la raison d'être, avoir dans la loi le statut d'entreprise à mission. Et donc, nous offrons là un véhicule juridique optionnel, je le précise, pour l'entreprise à mission, qui permettra de pérenniser dans le temps la mission de l'entreprise. Et donc, je pense que cet équilibre-là, d'avoir dans le Code civil cette ouverture pour tenir compte, considérer les enjeux socio-environnementaux, et puis de façon optionnelle, définir cette raison d'être, c'est un bon équilibre qui n'est pas insécurisant pour les entreprises, mais qui permet au contraire pour celles qui veulent aller le plus loin en matière d'engagement social, sociétal, environnemental, de le faire et de protéger au fond leur modèle. Ça nécessitera d'adapter le Code du commerce en définissant les missions du conseil d'administration et donc de dire que le conseil d'administration doit tenir compte de ces enjeux-là et se référer éventuellement à la raison d'être. Et puis, dans une dimension beaucoup plus de droit souple, on proposera aussi, et ça ne sera pas dans la loi, mais dans le droit souple, de créer des comités de parties prenantes qui seront, oui ou non, associés au conseil d'administration, au choix de l'entreprise, pour challenger l'entreprise dans sa mission quotidienne, mais là aussi, ça sera de façon optionnelle. Et donc, je crois que ce bloc de modification, cet équilibre-là qui est trouvé entre le Code civil, le Code du commerce, le droit souple, c'est des propositions novatrices pour permettre à l'entreprise effectivement de mieux définir, de mieux cristalliser, de mieux protéger au fond ses intentions et son engagement sociétal. Le deuxième élément que je voulais vous apporter ce soir pour lancer un peu les débats sont des éléments autour du partage de la valeur. Moi, j'y suis très attaché dans les propositions que j'ai eu l'occasion de rendre à Bruno Le Maire pour préparer cette loi Pacte. Nous avons rendu aussi des propositions en matière de partage de la valeur. Parce que quand on parle d'engagement social, d'utilité sociale, d'intérêt général, il faut parler de partage de la valeur. Et donc, nous avons rendu des propositions pour généraliser, rendre plus facile le partage de la valeur, notamment à travers les dispositifs de participation et d'intéressement. Vous avez vu quelques propositions, je vais être très rapide et je ne veux pas être trop technique ce soir, mais nous avons rendu un certain nombre de propositions pour rendre beaucoup plus simple le fait de pouvoir verser de la participation et de l'intéressement, de retravailler sur la formule de participation, d'avancer sur ces sujets-là, de proposer des formules d'intéressement type adaptées à chacune des branches d'activité, de les rendre plus incitatives. Alors c'est pour les plus petites entreprises, donc moins adaptées pour les ETI, mais en supprimant le forfait social. Et je livre cette proposition supplémentaire de rendre aussi plus juste le partage de la valeur dans l'entreprise en ayant des formules de répartition de la participation qui soient plus égalitaires entre les salariés et donc pour avancer aussi sur cette dimension de partage de la valeur parce que ces dernières années, la répartition de la participation dans l'entreprise est devenue de plus en plus inégalitaire. Et donc je pense que c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir avancer et avancer sur un meilleur partage de la valeur, c'est effectivement avancer en matière d'engagement et de responsabilité des entreprises. Voilà les deux blocs que je voulais vous présenter en matière de responsabilité, de partage de la valeur pour lancer les débats ce soir. Merci. Est-ce que vous m'entendez ou je ne suis... Oui. Merci Stanislas Guerini. Si vous me permettez peut-être deux précisions. Vous l'avez évoqué, vous avez salué même cette assemblée de dirigeants d'ETI au tout début de votre intervention. Permettez-moi de me faire un peu l'avocat du diable. Les ETI ont-elles besoin de ces dispositions ?
Ou est-ce que ça n'est pas, en fin de compte, davantage destiné à, je dirais, répondre à des critiques, souvent fondées du reste, qui s'adressent plutôt aux grands groupes? La réponse est oui, ça ne va pas vous surprendre. Je pense que c'est pour ça que les propositions qui sont faites sur les entreprises à mission sont des propositions intéressantes. On se serait contenté de dire on donne la possibilité de définir une raison d'être. Peut-être que cela aurait été plus adapté pour les grands groupes. Et au fond, on se serait dit, les grands groupes, ils vont s'emparer de ça. Il y a tous les services marketing, RH, qui vont pouvoir définir très facilement la raison d'être. Ils vont faire du social washing avec tout ça. Et ça sera très adapté pour les grands groupes. Je pense que la dimension de pouvoir devenir une entreprise à mission, c'est une dimension qui est supplémentaire et dont les ETI peuvent justement s'emparer. Pour celles qu'ils veulent. J'étais l'autre jour avec le cabinet Profil, pour ceux qui connaissent, qui travaillent en lien avec l'école des mines, qui est bien connue ici, qui ont réalisé une étude sur 650 entreprises qui montre que 68% des chefs d'entreprise interrogés disent bien, ça serait bien d'avoir un outil juridique pour ceux qui veulent justement aller un cran plus loin. 15% des entreprises qui étaient interrogées disent nous, on est prêt à basculer. On a le sentiment déjà, dans notre activité de tous les jours, parce qu'on a le sentiment d'avoir déjà cet objet social élargi, cette raison d'être qui est bien définie, de remplir les critères de ce qui serait l'entreprise à mission demain. Et donc, en créant ce véhicule juridique, on verra bien si c'est dans la loi, mais en tout cas, ça sera dans le débat parlementaire, de permettre de cristalliser cette entreprise à mission en disant ceux qui veulent le faire, il faut l'inscrire dans les statuts, donc passer devant les actionnaires. Il faut avoir ce comité de l'objet social élargi, donc adapter un peu sa gouvernance. Il faut faire ce reporting extra-financier. Et à ce moment-là, quand on remplit ces critères-là, on est dans la loi entreprise à mission. Et là, je pense que c'est un véhicule qui est plus adapté pour les PME, pour les créateurs d'entreprises qui partent de zéro et qui, dès le départ, veulent se dire « moi, c'est une entreprise à mission que je veux créer » ou demain pour les ETI. Et encore une fois, je reviens à ce qui était mon introduction. Je pense que c'est devenu aussi pour demain un avantage compétitif. Et donc, je pense qu'il faut, en la matière, pas avoir un discours qui soit philanthropique, qui ne serait pas forcément entendu. Il faut avoir un discours d'entrepreneur en disant demain, si on veut capter les consommateurs dont je parlais, si on veut attirer les meilleurs, leur donner du sens, être une entreprise à mission, ça sera peut-être demain un avantage compétitif. Alors c'est précisément cet élément de compétitivité et cet élément qui peut contribuer à l'attractivité et des entreprises et de l'écosystème français. C'est sur ce point que porte ma deuxième demande de précision. Comment est-ce que vous envisagez que les choses puissent véritablement fonctionner quand on est dans un écosystème mondial où on voit bien, il suffit de regarder vers les États-Unis, que d'autres exécutifs ne font pas pour le coup de la RSE des entreprises une telle priorité politique? Oui, je partage avec une nuance, parce que le paradoxe des États-Unis, qui est, vous avez raison, sur un modèle... Sur l'exécutif, je ne parle pas des dirigeants d'entreprise qui, au contraire, semblent de plus en plus attachés à cela. Mais j'ai malgré tout une nuance, parce que tout dépend de ce qu'on appelle l'exécutif. Mais effectivement, le modèle américain, et l'exécutif le défend de cette manière-là, c'est la shareholder value. Ceci dit, dans des États américains, c'est aussi l'exécutif. Oui, on a des contre-exemples du côté de la Californie, par exemple. Mais qui maintenant, ils ont créé ce qu'on appelle les B Corp, les Benefit Corporation, qui est une réaction quasi épidermique au modèle américain de la shareholder value, et ils l'ont créé dans la loi, dans l'État du Massachusetts d'abord, mais aujourd'hui, c'est généralisé dans une quarantaine d'États. Et donc, paradoxalement, les États-Unis, nos voisins anglais aussi, qui pourtant eux aussi sont très orientés sur la shareholder value, ont créé ce type de modèle-là et sont en train d'en faire une bataille à l'international, un outil de soft power pour dire, parce qu'il y a des mutations du capitalisme mondial, parce qu'il y a des flux d'investissement à capter, pour dire nos entreprises sont en train de prendre de l'avance sur ce sujet-là. Et je trouve ça paradoxal et je trouverais ça dommage, pour le dire de cette façon-là, que nous fassions doubler alors que moi, je suis convaincu que les entreprises françaises ont un temps d'avance en matière d'engagement social, en matière de RSE. Et donc, je pense que l'intérêt de cette loi Pacte aussi, c'est pour ça que j'ai mentionné l'idée d'avoir un message politique dans le monde, c'est de reprendre un temps d'avance en créant notamment dans la loi ces entreprises à mission. Merci beaucoup Stanislas Guerini, merci de nous avoir fait partager votre regard d'expert et puis de nous avoir apporté des raisons d'espérer, une fois de plus.